Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est le premier bloc de l'été. En ce lundi, il fait beau, il fait chaud. On est très loin de la glace des patinoires. Et cette fois-ci, on peut dire qu'à part, encore une fois, on le disait la semaine passée, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on ne joue pas au hockey sur glace, en tout cas pas lors de matchs officiels, même si ça s'entraîne déjà pas mal sur les différentes aires de jeu européennes. Et pour cette émission, eh bien, on a le plaisir de retrouver Christian Ponty. Bonsoir Christian. Bonsoir Ducas. Et l'habitué, le maître et en même temps centimètre, c'est notre ami Laurent Perroton. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors aujourd'hui, eh bien, nous sommes comme d'habitude aux têtes de course à Agnon, à l'avenue Violier, c'est notre stam, vous le savez, et on continue de vous accompagner comme ça de temps en temps durant l'été. Je vous dis déjà que lundi prochain il n'y aura pas d'émission, mais qu'on continuera à vous tenir au courant, bien entendu, de l'actualité hockeyistique tout au long de la semaine, notamment sur le site planethockey.com. Alors justement, puisqu'on parle d'actualité, messieurs, ça a été une semaine très agitée, notamment en raison du repêchage qui a eu lieu à Nashville. On va sans doute beaucoup en parler ce soir. Moi, ce que je vous propose, comme on l'a fait depuis le début de cette après-saison, eh bien, c'est de prendre quelques questions de nos auditeurs. Il y en a pas mal actuellement. On sent que les auditeurs s'ennuient un petit peu des patinoires. Il y en a pas mal. Alors, j'en ai regroupé certaines parce qu'il y a eu, par exemple, beaucoup de questions autour de New Jersey, avec Timo Meyer, avec Akira Schmidt. Et enfin, voilà. Donc, je vais vous prendre encore une fois ces questions un peu en vrac comme ça, et on élargira le propos lorsque ça en vaudra la peine. Alors la première question, là, elle est beaucoup plus technique, si j'ose dire, puisqu'on est en été. C'est une question de Anita de Lausanne. Comme on est en été, on parle beaucoup de préparation, évidemment, et elle nous dit que, je pense que ça, ce sont les émanations d'Athlétissima. Elle nous dit qu'il y a beaucoup de sportifs qui, en été, font des stages en altitude pour être plus performants. Pourquoi est-ce que les clubs de hockey ne font pas plus souvent des stages en altitude ? Alors, on a une réponse à l'occasion des tournois. On joue un peu à la montagne, hein, quand on va en Italie, quand on va à Asie. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le vrai stage d'altitude comme on le fait au Kenya, même si là-bas, je pense qu'il n'y a pas de patinoire. Mais quel est le bien que l'on pourrait retirer pour un hockeyeur d'un stage en altitude ? Pas trop, pas énormément, puisqu'autrement on le ferait. Disons que c'est surtout le bien, c'est quand par exemple tu vas jouer à Davos. On aimerait bien arriver. Pense à Davos, justement. On aimerait bien arriver un peu en avance pour s'habituer, et on souffre souvent en première période. T'as vraiment cette sensation de manquer de souffle, ça oppresse. Donc c'est vraiment l'altitude. Et puis il y a quand même des sacrés lieux en Suisse. Par exemple, on avait beaucoup d'équipes de KHL qui venaient se préparer à l'Ouest-les-Bains. Il y a quand même une certaine altitude. Ils faisaient beaucoup de vélo, ils allaient nager, etc. Donc il y a quand même cette volonté aussi d'être un peu plus au frais, et travailler aussi la façon de travailler dans la difficulté, parce que plus t'es haut, plus c'est difficile pour le corps. Mais après, tu progresses à ce niveau-là. Mais vraiment, maintenant, je trouve que tout est étudié pour qu'on progresse. Donc l'altitude, c'est un petit paramètre finalement par rapport à ce qu'on fait au niveau de l'individualisation des joueurs. Ouais, vous qui êtes quasiment davosien dans l'âme, un petit peu, Christian Ponty, c'est vrai que est-ce qu'on peut dire que Davos finalement part avec un tout petit avantage sur ses adversaires tout au long de la saison, parce qu'ils s'entraînent à Davos, ils jouent un match sur deux à Davos. Ouais, vous sentez qu'il y a un petit avantage ? Il y a un petit avantage, je pense quand même. Déjà, simplement le fait, en plein hiver, Davos, il fait très froid. Donc déjà, c'est tout bête, hein, mais si tu t'entraînes à Lausanne ou à Fribourg ou à Davos, les bronches, ils ramassent. Et c'est une question d'habitude, ça peut te faire tousser, t'es pas bien. Après, par rapport purement à l'altitude, vous savez, les cyclistes, ils prennent de l'EPO, pourquoi ? Pour augmenter leurs globules en oxygène. Mais c'est un avantage d'une journée. C'est pour ça que les gars qui se dopaient, tous les soirs, ils se prennent leur dose. Alors il y a les Colombiens ou cyclistes qui s'entraînaient en très haute altitude.
Alors, ce qui s'est aussi passé, c'était un dopage un peu camouflé, c'est qu'on faisait des prises de sang, on retirait le sang des gars en altitude et on les réinjectait le jour d'avant. Mais en fait, le principe d'oxygène, c'est un avantage d'une journée, hein, pas plus. Et puis il faut bien voir qu'il n'y a qu'une seule équipe qui joue vraiment en altitude, c'est Davos. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'effectivement ils ont une forme d'avantage. Alors c'est aussi pour ça que maintenant il y a de plus en plus d'équipes qui essayent d'arriver le plus tôt possible, des fois même le jour d'avant. Ouais, la veille. Ouais. Voilà, exact. Mais après, je pense que sur les faits, c'est marrant parce que je me rappelle de Reto von Arx qui racontait que la première fois qu'il a fait un entraînement d'été avec Del Curto, il a cru qu'il allait se barrer tellement c'était dur. Mais c'était aussi dû à l'altitude justement. Ces entraînements ils étaient très durs, mais donc ça veut dire qu'en termes de conditions physiques, peut-être que quand tu es dans des conditions plus difficiles, effectivement, ta condition physique, elle s'améliore plus vite et peut-être plus en forme. Mais maintenant, on peut compenser ça, clairement. Ouais. Une marque incontestable de l'importance finalement de l'altitude. Regardez lors d'un championnat du monde, si vous avez 2 patinoires, notamment la patinoire d'entraînement doit se retrouver à la même altitude que la patinoire principale, par exemple. Ouais, c'est ça. On essaye quand même de limiter absolument les effets de l'altitude pour que personne ne soit... Mais vous savez, les équipes de foot qui jouent les éliminatoires pour la Coupe du Monde dans la zone d'Amérique du Sud, quand ils vont jouer à La Paz, le Brésil, des fois, ils perdent. C'est un enfer. C'est un enfer. Et justement, maintenant, ils doivent essayer d'arriver 2-3 jours avant. Donc ça peut être un piège, mais c'est vraiment un piège d'une journée. Et puis bon, Davos, le village, je ne vais pas dire de bêtises, il est je crois à 1800. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas non plus 4000, hein, je ne pas exagérer. Mais il y a un petit avantage. Je pense que le froid, c'est vous avez des Kenyans qui viennent s'entraîner à Davos. Alors il y en a énormément qui s'entraînent à Saint-Moritz. Ouais, Saint-Moritz. Saint-Moritz, en fait, c'est hallucinant. Autour du lac, en été, il n'y a que des stages d'athlétisme. Ils sont tous là-bas, tous les Européens. Enfin, donc il y a quand même une incidence. Voilà, une incidence. Mais moi, je pense que dans la préparation physique, sur tout un été, d'être à Davos ou d'être à Lausanne, c'est clair que dans la difficulté dans l'entraînement, on a vu les images, ce qu'ils ont fait à Davos, c'est plus dur. Donc la caractéristique d'un joueur de Davos, quand on prend les ambules, les visères, c'est des mecs qui, on a l'impression qu'ils sont robustes et endurants, et ça vient aussi, je pense, du fait de s'entraîner à la montagne tout le temps, quoi. Et puis pour ceux qui n'ont pas la montagne, il reste toujours les caissons hyperbas, je crois qu'on les appelle comme ça. Ouais. Même si ce genre d'instrument est à prendre avec des pincettes, on l'a encore vu dernièrement, malheureusement dans l'actualité, mais qui n'avait rien de sportif. Je pense au Titanic, bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors, voilà, donc ça c'est pour la question d'Anita. Là j'ai une question de NHL. On va essayer de regrouper quand même la NHL, les questions NHL ensemble. Donc je vais passer à une deuxième question qui est plus helvétique avec Michel de Fribourg. Alors là c'est peut-être moi qui vais devoir apporter une explication. Pourquoi n'avez-vous pas parlé de Paul-André Cadieux et de ses problèmes de santé ? Mais parce que déjà, ils ont déjà été passablement relatés dans la presse. Mais dès le départ, en fait, c'est vrai que nous savions depuis tabou, le début ces problèmes. Et puis ça reste personnel. Et c'est Watson, en fait, qui a sorti ça bien des mois après la première opération. Et c'est vrai qu'on a pris le parti de ne pas en parler parce qu'on pense que c'est côté vie privée aussi. Exactement. Et on n'est pas là non plus pour faire du voyeurisme. Il ne faut peut-être pas oublier une chose, c'était en plein play-off aussi. Et il y avait son fils qui coachait. Donc je pense que l'idée, c'était pas de parler de ça. Et puis je crois même qu'il y a une interview qui a été faite de Lou. On l'a vu, Paul-André qui pleure. Quand on connaît le bonhomme, c'est un sujet vraiment sensible. Alors, pour qu'on soit clair, je suis allé le voir à l'hôpital à l'époque, avant qu'on lui ampute malheureusement la deuxième jambe. On en a beaucoup parlé de ça. Il se posait surtout beaucoup de questions par rapport à sa deuxième jambe. Une jambe, c'est embêtant, mais enfin, il gardait encore une partie de mobilité, tandis que là, il perdait complètement sa mobilité. Mais je dois vous avouer que les images que j'ai vues à sa sortie de l'hôpital de Mérier, alors c'est la seule image en fait que nous avons diffusée sur Planète Hockey avec ces 2 prothèses où il gambadait presque comme un gamin. Il était heureux et je pense que là on pouvait se permettre quand même de faire paraître cette photo aussi parce qu'on a quoi être un peu surpris quand même de retrouver Paul-André Cadieux dans ce genre de situation. Donc c'est la seule chose que nous avons fait sur Planète Hockey, je ne le regrette pas du tout. J'estime qu'il ne fallait pas non plus en faire des tonnes et des tonnes sur un problème qui est finalement très personnel mais qui touche effectivement beaucoup de monde. Voilà. Il y a surtout une certaine pudeur avec la souffrance. Absolument. Je veux dire. Mais en tout cas ce qui était magnifique parce de que voir... Cadieux il la cache bien quand même. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un Cadieux. Il ne faut pas croire que c'est un dur, mais il ne faut pas croire qu'il prend ça avec le sourire quand même, c'est normal. Bien sûr. Mais c'est des sujets vraiment délicats et on le savait. Enfin moi, j'ai travaillé avec lui aussi. Vous avez été le voir à l'hôpital et voilà, que ce soit un média qui le sorte et qu'on le reprenne, ça ok, mais c'était pas à nous d'en parler. Et puis après, il a été très professionnel, comme toujours, puisque dès le moment où l'information est sortie, c'est vrai qu'il a joué le jeu des médias, notamment du site Frappe
Québec.ch qui a été celui qu'il a le plus suivi sans faire de voyeurisme. Mais là, c'était intéressant de parler ensuite de l'hôpital de Mérier, de la rééducation, etc. etc. Et donc, je pense qu'il a aussi joué le jeu parce qu'il sait qu'il est un personnage public. Mais en tout cas, s'il nous écoute aujourd'hui, eh bien, on lui souhaite encore une fois évidemment une bonne rééducation parce qu'il y a encore du travail. Mais le fait de le revoir sans ses cannes, les cannes en l'air, en train de marcher avec ses deux prothèses, ça a été une joie, je crois, pour tout le monde et pas seulement pour lui. Exactement. Je trouve qu'il a passé un joli message. Il a dit: je vais aller m'acheter un scooter électrique. Je vais pouvoir bouger le plus possible. Pour aller boire mon petit café tout seul le matin. C'est ça, mais c'est Paul-André, quoi. C'est Paul. Allez, on retourne cette page. Troisième question qui concerne encore la Suisse. Oui, Patrick de Genève. Oui, je vais quand même préciser que la question concernant Paul venait de, je ne sais pas si j'ai précisé, de Michel de Fribourg. Oui, vous l'aviez dit. Oui. Ok. Alors là, Patrick de Genève, une remarque qui s'adresse plus particulièrement à vous, Laurent Perroton, puisqu'il nous parle du SCB. Il estime que nous avons, mais vous avez été très critique avec le SC Berne, mais il dit: je pense qu'aujourd'hui, Marc Lutti fait tout juste. Alors, critique avec le SCB, oui, mais surtout critique avec une personne. Kebet. Avec Kebet. Par rapport à son engagement, c'était pour moi une surprise. Et après par rapport à ses performances dans le recrutement, où il a fait passablement d'erreurs dans la gestion des entraîneurs, dans la gestion des étrangers, dans la gestion des joueurs suisses. Et du coup, c'est là-dessus on a été critique par rapport aux moyens à disposition. Maintenant, je suis complètement d'accord d'avoir engagé plus. C'est vraiment un grand signal pour le club. Lutti qui revient aux affaires, mais pas du côté sportif, plus qu'il y a une grande c'est une annonce qu'il a fait dans un deuxième temps. Oui, D'abord, on a annoncé l'engagement de plus, et ensuite, lors d'une interview, il a dit: ouais, mais je pense lui donner la responsabilité des transferts. Mais c'est normal. En gros, il déplume un petit peu le pouvoir de Andrew Ebet. Mais oui, on le sait très bien. L'année prochaine, il sera plus là. Ebet, il a un contrat, donc on doit finir son contrat, mais il sera plus là, à mon avis, par rapport où il aura des fonctions mineures. Mais là, le fait d'avoir plus, et puis quand on voit le recrutement là, on sent qu'il y a une vraie volonté d'avoir des résultats du côté du SCB, et je me réjouis de les voir jouer. Et enfin, on va voir une vraie équipe. Mm-hmm. Mais je crois que Lutti, il envoie un signal fort parce qu'il a dit qu'il fallait des jeunes en position sportive. Et puis, faut pas oublier que Lutti, il a quand même fait 2-3 erreurs de casting aussi. Rappelez-vous les engagements notamment de Florence Schelling et puis Raffiner. C'est quand même un sacré désaveu parce que Raffiner, c'était quand même normalement un transfert en guillemets renflant. Et voilà, après. C'était pour le remplacer lui, mais finalement ils n'étaient pas du tout d'accord sur la stratégie. Pas la même vision, exact. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est pour moi dire que parce qu'en gros ils disent que en fait Martin Plus va prendre du galon. Donc ça veut aussi dire clairement qu'à mon avis Andrew Ebet l'année prochaine il sera plus là. Ou il sera dans un rôle dans la gestion du mouvement junior ou au scouting, mais il aura plus cette responsabilité totale. Et aujourd'hui les grandes décisions politiques c'est Lutti, et les grandes décisions sportives ça sera plus. Point. Oui. Bien, on va parler un petit peu de NHL maintenant, mais pas encore tout à fait de la draft, mais on va parler de New Jersey. Parce que New Jersey a quand même réalisé une opération assez sonnante et trébuchante en proposant à Timo Meier un salaire exorbitant sur 8 ans, un peu plus de 70 millions de dollars sur 8 ans. C'est énorme, c'est le deuxième plus gros salaire suisse derrière Romagnosi. Est-ce qu'il les vaut ? Bon, moi je pense que s'il lui donne, c'est qu'il vaut. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que. Donc question d'Andreas de Guin. C'est un joueur de concession, mais je pense que tout est lié. Je pense que, Meier, c'est pas un jeune joueur, mais il est dans son prime, et je pense qu'il est là pour encadrer une équipe de jeunes, et surtout c'est un joueur qui a un autre profil que les autres. Il sait marquer des goals, mais il est très robuste, il est gros, et on a vu en play-off que c'est une équipe rapide et jeune, mais qui manque de poids. D'ailleurs, il faut associer Tyler Toffoli, ce qui est un excellent transfert. Aussi un gars qui a mis 70 points avec Calgary cette année et qui est aussi physique parce qu'il leur manque la dimension physique. Donc je pense que pour moi, ce qu'ils sont en train de faire du côté de New Jersey, je pense que le fait qu'ils proposent 8 ans à un gars comme Timo Meier, sachant qu'il y a plusieurs Suisses, c'est pas le hasard non plus.
Donc voilà, ils bâtissent autour de certains éléments, et puis il y a une concordance, il y a quelque chose qui tient la route. Et puis il faut rajouter encore aussi qu'ils ont aussi engagé un autre gardien, je ne sais pas si vous avez vu. Oui. J'allais en parler avec Akira Schmidt, jusqu'à une... Il y a une question sur Akira Schmidt, finalement sera-t-il numéro 2 ou numéro 3 ? Bon, juste parler de Meyer avant de venir sur... de Marc de la Chaux-de-Fonds. Avant de venir sur Akira Schmidt, mais Meyer aussi, ce qui, dans le profil, quand tu lis un petit peu les spécialistes, ils estiment qu'il y a encore une marge de progression. Donc ils misent, il y a deux choses. Ils estiment qu'il va encore progresser au niveau du scoring et ils estiment que c'est un gars qui est fort physiquement et qui va sur la durée être très peu blessé. Donc c'est pour ça qu'aussi il a un contrat de ce calibre-là. C'est du business aux États-Unis, vous savez comment il fonctionne et c'est un rapport qualité-prix. Donc c'est vrai que moi j'ai été étonné du montant quand même. Ouais. Christian a dit qu'il les vaut. Moi franchement, on me dit t'as 70 millions pour 8 ans pour un joueur. Évidemment l'équipe, évidemment les profils des joueurs, mais peut-être que je pense pas à Meyer tout de suite. Ouais. Donc j'ai été étonné sur le gros montant. Et 8 ans c'est long et avec un salaire qui dépasse donc les 8 millions chaque année. Après si vous voulez vous en séparer ça devient compliqué quand même. Ouais. Mais après moi je pense que c'est surtout un élément du puzzle qui est important. Parce que quand il jouait... il était à San Jose. Ouais. Quand il était à San Jose, c'était surtout un shooter, un tireur. Il mettait beaucoup de goals, surtout sur le power play. Et puis là, il n'a pas le même rôle. Et d'ailleurs, les gens ils ont dit ouais, mais il n'a pas mis beaucoup de goals en playoff. Mais pourquoi ? Parce qu'il a été devant le goal, il allait où ça fait mal, il s'est sacrifié. Donc il a prouvé aussi qu'il pouvait avoir un autre profil. Nous, en tant que Suisse, c'est vrai qu'au mondiaux, il a été moyen. À un moment donné, il a un peu joué mais pour lui. Il a surjoué. Voilà, exactement. Et puis là, il a fait des longs shifts. Enfin, là, c'est vraiment pas du tout pareil. Et puis il joue quand même sur le premier bloc. Donc je pense que sur le fond, peut-être je suis d'accord avec toi Laurent que 8,5 ça peut paraître beaucoup, mais je pense aussi que pour eux c'est peut-être une pièce de puzzle très importante. C'est ça, avec les transferts, voilà, il va créer du temps et de l'espace aux joueurs qui vont jouer avec et il fait un rôle et puis il est très solide et surtout à la finition, il lui en faut pas 3 des pucks pour marquer. Ouais. Donc voilà, je pense que le contrat qui lui a été proposé c'est aussi ce que je vous ai dit auparavant, les deux choses, mais la troisième c'est les joueurs qui vont être associés avec lui. Ouais. Il y a la complémentarité, il y a une vraie réflexion. Et il joue avec Hughes. Et en fait, c'est pas facile de jouer avec Hughes. Hein. Non, c'est des artistes. Hein, mais quand on regarde maintenant le contingent de New Jersey qui a quand même fait une bonne saison, on peut se dire que maintenant New Jersey, on va pouvoir les pointer assez facilement tout en haut du classement. Et ils auront un rôle à jouer d'ici, et même très important pour même viser la Coupe Stanley d'ici 2-3 ans. Moi, alors j'allais dire 2-3 ans. 2-3 ans, moi je suis pas pas sûr. Parce que ce qu'ils ont explosé cette année, c'était un peu tôt encore avec tous les premiers choix de draft. Moi, je pense que d'ici 2-3 ans, effectivement, ils vont être à maturité. Et puis, c'est aussi pour ça que c'était important de voir, contre la Caroline surtout, on a vu que dans le jeu physique, ils étaient empruntés au bout du 2 ou 3e tour. Ouais. Et là, franchement, Toffoli, Meyer, c'est des gars, ça va jouer dur. Et pour gagner la Stanley, il faut être capable d'aller dans ce registre. Ouais. Alors justement du côté de New Jersey, donc également balle des gardiens, puisque si on n'a pas renouvelé Mackenzie Blackwood, on pensait donc que Van Netchek partira en numéro 1,5 avec Akira Schmidt, et puis tout à coup débarque le Suédois Kjellberg sur un contrat de 2 ans. Kjellberg qui a à peu près le même salaire entre parenthèses qu'à $50 000 près que Akira Schmidt. C'est un contrat d'entrée draft, hein, c'est 850 voilà, exactement. Il a déjà aussi un peu de temps, mais je crois que pour l'instant, d'après ce qui est écrit, il voudrait l'envoyer en AHL. À Utica. Voilà, exact. Maintenant, je pense que là... Mais Akira Schmidt peut aussi très bien être envoyé à Utica. Exactement, bien sûr. Je pense que c'est un peu... Mais en tout cas, c'est 2 promesses. Mais Akira Schmidt, faut pas oublier, j'écoutais encore hier... il disait sur On Jazz, là, il y avait le spécialiste des gardiens qui disait que la maturité des gardiens en NHL c'est 25-26 ans. Et Akira Schmidt a énormément joué, un des plus jeunes joueurs gardiens qui a joué un gros temps de jeu en NHL. Donc voilà, c'est pas grave s'ils vont en NHL encore. Moi je pense que... Moi pour répondre à cela, je trouve que c'est bien qu'ils prennent un 3e gardien. Ouais, moi je suis d'accord. Dans le sens où, à un moment donné, s'il a peu de temps de jeu, Akira Schmidt il va pouvoir aller là-bas. T'as lui qui va pouvoir venir en backup. Tu les gardes en température. Et tu les gardes en température. Ouais. Et en fait, là, c'est un jeune gardien, il faut qu'il joue beaucoup. Donc, qu'il joue en AHL ou en NHL cette année, il doit faire pas mal de matchs. Ouais.
Puisqu'on parle de gardien, le nom m'échappe maintenant, mais on est aussi en train de mettre un autre gardien sur la route de Ludovic Weber. Stollard, Stollard. un Américain. Ouais. Qui a aussi, Là, ça risque quand même d'être compliqué pour Ludovic. Ouais. Alors d'accord, ça fait déjà une année que l'organisation voulait l'engager, qu'il le suive. Ça a été repoussé pour différentes raisons. Moi, je pense que pour un gars comme Weber, à son âge, le camp d'entraînement, il va être fondamental. Exact. Parce que c'est comme ça, si tout d'un coup on te lance dans l'équipe, tu fais l'équipe et puis que la confiance elle vient, ça peut tout changer. Parce que le problème de Weber, il n'avait plus de confiance à Zurich, c'est vraiment compliqué. Mais n'oublie pas, quand il est parti, c'était vraiment, il était gardien de l'équipe suisse, il avait tout pour lui, quoi. Je pense que la confiance c'est très important, surtout chez les gardiens. Oui. Et il y a encore 3 ou 4 gardiens de très haut niveau, entre parenthèses, qui sont sur le marché, joueurs autonomes et qui n'ont pas encore trouvé d'engagement. Il y en avait une grosse centaine qui n'avaient pas trouvé d'engagement. Et il y a encore du beau monde sur le marché. Et pas si cher que ça, si vous regardez au tarif à la saison. Un Patrick Kane, par exemple, qui est toujours sur le marché, il n'est pas si cher que ça. C'est étonnant qu'il n'ait pas trouvé d'engagement. Il est surtout blessé là. Donc ça veut dire que ça, c'est très compliqué parce que lui, il a pris un pari en partant à New York. Il s'est dit, OK, je signe pas de contrat parce que je vais aller tester le marché des joueurs autonomes, sauf qu'il s'est blessé. Alors maintenant, qui sait comment Ça, c'est un gros risque à son âge. Non, j'ai pas d'autres noms à vous citer comme ça, mais il y a Malguin qui est... Alors il y a Malguin pour le moment. Moi, je le vois revenir à Zurich comme c'est parti. Je sais pas, mais Malguin, ça va être dur à encaisser parce qu'il a quand même fait mais il vivote en fait là-bas. À chaque fois, c'est des courts mandats, il est échangé, puis après il rentre. Il n'arrive pas à s'installer en NHL. Je vais vous dire pourquoi je suis un petit peu pessimiste avec Malguin, c'est que si on regarde encore, j'ai pas les noms comme ça en tête, mais si on regarde la liste des joueurs qui restent à disposition, une bonne vingtaine, trentaine, ils sont tous à 1 ou 2 millions par année, alors que ce sont de gros noms pour certains. Je me dis qu'on n'a plus qu'à les servir pour trouver un joueur à plus ou moins bon marché. Alors moi je pense que le vrai problème de Malguin pour moi, c'est que c'est un gars qui joue dans les 2 premiers blocs. Et je pense que pour la NHL, sur les 2 premiers blocs, il est limite. Voilà. Et puis je pense que ce qui n'a pas aidé, c'est que son mondial était en demi-teinte. La fin. Voilà, exactement. S'il avait fini fort, peut-être que... Parce que si on regarde bien, quand il est arrivé à Colorado, c'était pas mal ce qu'il a fait. Au début, il a fait des choses pas mal. C'était régulier. Voilà, mais je crois qu'il a aussi eu du temps de jeu parce qu'il y a eu des blessés et du coup, il a pu se mettre en valeur. Mais moi, je pense que c'est vraiment un gars qui est fait pour les 2 premiers blocs en Suisse. Et on peut se demander si le mondial, tout le monde a dit qu'il ne faut pas se planter au mondial pour trouver un engagement en NHL, mais on a eu l'exemple d'Axel Heim qui n'a pas été sélectionné pour le mondial et qui aujourd'hui fait le camp des recrues. Et j'ai vu des images. Vous avez vu des images. Là, il fait le camp de développement. Le camp de développement, c'est même pas le camp des recrues, puis après il y a encore le camp d'entraînement, et puis après voilà. Alors, puis c'est un gars qui a 20 ans. Mais il impressionne visiblement déjà par sa stature. Parce qu'il est fort. Et sur les images qu'on a diffusées, si vous voyez le service qu'il met, la passe qu'il met, ça ne peut qu'impressionner les observateurs en Amérique du Nord. Mais vous savez, les scouts, il n'est pas là-bas par hasard. Ils ont bien vu qu'il jouait avec Formenton et il tenait la comparaison. Formenton, c'est un bon exemple. Je veux dire, ils étaient très complémentaires quand ils jouent ensemble. Donc je pense que lui, il a quand même les chances de faire l'équipe. Après, sur quel bloc, ça c'est une autre histoire. Oui. Bon. Mais pour revenir à Malguin, en Suisse, vous le voyez où, Maïdi? À Zurich. Il a 2 ans de contrat encore à Zurich. Bah oui. Ok. Zurich va pas dire non. Non, je pense pas, c'est clair. Je vois pas une transaction. Non, mais bien sûr, mais le truc c'est que c'est dans la configuration de l'équipe et le coach actuel et disons l'équipe elle change pas. Ouais. Moi je suis pas convaincu à 100% par Malguin. Il reste des étrangers engagés encore. Ouais, juste. À voir. Bon, je disais que l'actualité cette semaine, je vous rappelle que nous sommes aux têtes de course, le Bike & Coffee qui se trouve à Nyon chez notre ami Philippe Kneubuller. Et comme tous les lundis, donc nous traitons de l'actualité hockey. Cette fois-ci, c'est actualité repêchage 2023, cette fameuse draft qui s'est terminée sans surprise sur la nomination numéro 1 d'un certain Connor Bedard, qui va continuer sans doute sa carrière à Chicago. La question est de savoir s'il jouera tout de suite ou bien si on va encore le laisser se développer une année ailleurs. Là, c'est pas une surprise. De toute façon, il était le numéro 1 de quasiment tout le monde. C'est surtout qu'il a des stats depuis des années qui sont juste... C'est un phénomène, en fait. Hallucinante, Donc, on savait, il n'y avait pas de surprise là-dessus. Après, moi, j'ai vu un reportage sur lui à l'entraînement physique.
Alors, il a un bas du corps extrêmement développé, mais en haut, il est frêle. Donc, c'est un truc tout bête, hein, mais une mauvaise charge, un truc. Alors, est-ce qu'ils vont prendre le risque? Parce qu'ils ont fait ça avec Caulfield, hein, ils l'ont mis tout de suite. Je sais pas. Ça dépend en fait des entraîneurs, ça dépend de l'équipe où tu vas, ça dépend de la place qu'il y a dans ton équipe. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il a un potentiel incroyable. Ah non, en plus, il peut déjà jouer. Ouais, maintenant, exactement. Faut le, pas qu'il faut se le blesse, développer. voilà, c'est ça. Voilà. Exact. Faut le Mais protéger. Ouais. c'est un grand classique quand ils arrivent, ce sont des jeunes hommes et donc ils doivent se développer physiquement, ils ont déjà ils ont les skills, ils ont tout ce qu'il faut. Mais justement, des fois ça va pas à la même vitesse d'une personne à l'autre, puis il est à Chicago, hein, donc il aura quand même une sacrée pression. Oui. C'est vrai qu'en général, ces juniors qui terminent des saisons juniors à 150, 160, 200 points, c'est des phénomènes. Ce sont des phénomènes, ce sont des franchise players. C'est ça. On a eu le cas avec Sidney Crosby. C'était incroyable. Voilà, c'était incroyable. Merci. Ouais. En tout cas, Connor Bedard, on aura le temps d'en parler. Pour le moment, tout va pour le mieux. On en a même tellement parlé que, tiens, je vous mets un petit peu au défi. J'ai même un doute moi-même. Qui était le numéro 2 de la draft? J'avoue. Léo Carlson, non? J'ai un blanc. Ouais, moi aussi j'ai un blanc, mais on a tellement parlé de Bedard. C'est pour vous dire, on est tellement mauvais que. Moi j'ai regardé les statistiques sur les nationalités surtout. Il y a Will Smith qui est 3e, c'est erreur. Mais je crois que Carlson est 2e, c'est Fantilli. Ah oui, c'est Fantilli. Exactement. Ouais. Voilà. Mais tout ça pour vous prouver qu'on a beaucoup parlé de Bedard, mais qu'on a un petit peu pas assez parlé sans doute des autres. Et on aura de bonnes surprises. De Mitchkov, voilà, exactement, de Mitchkov. Et puis alors de Reimbacher, je voulais en revenir là. Ou alors, est-ce une surprise ou non? En tout cas, pour notre ami Pat Lefebvre, qui me disait, il l'avait dit, qu'il serait le choix de Montréal. D'ailleurs, Pat Lefebvre, qu'on salue encore une fois, il avait de bonnes sources parce qu'il nous a fait part de la décision de Montréal avant tout le monde, donc il le savait. Alors évidemment, après, tout peut changer si tout à coup il y a une organisation devant qui ne prend pas le joueur prévu. Peut-être que ça aurait pu... Mais bon, enfin bref, Montréal a donc drafté le meilleur défenseur qui était... le premier défenseur. Le premier meilleur défenseur, par la force des choses, en liste. Et... ça fait beaucoup de polémiques à Montréal, parce qu'il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Alors vous êtes dans quel camp? Non, mais je sais pas. Et ça, c'est une question. Elle est dirigée. De toute façon, on va quand même le citer. Si je retrouve, c'est une question d'Élodie de Thun. Ouais. Alors, moi, juste au niveau international. Déjà, je l'ai observé avec l'équipe d'Autriche quelques matchs. Pour son âge, je trouve que c'est un phénomène. Vraiment, surtout, tu peux être bon, mais en fait, moi, ce qui m'impressionne, c'est on dirait qu'il est expérimenté par moment. Et c'est ça qui fait aussi la différence entre des joueurs de grande classe et des joueurs de classe mondiale. Ensuite, la saison qu'il vient de faire en Liga, le niveau de la National League cette année, dans l'équipe dans laquelle il jouait, avec les responsabilités qu'il a eues. Avec 6 étrangers. Excusez-moi. Par exemple, la responsabilité du powerplay. Exactement. Non, mais ça veut dire qu'il a joué avec des hommes dans un championnat majeur dans le monde. Hein, il y a Guy Boucher qui expliquait, ça me fait assez rire, mais qui disait quand même qu'il trouve que le championnat de National League est meilleur que la Ligue américaine, la AHL. On est d'accord, non? Non, mais on est d'accord, mais la comparaison, lorsque tu es là-bas et que tu vois pas de match, d'accord. Tu vois, voilà. Guy Boucher a quand même son passé helvétique. Non, mais voilà. Il est quand même un peu crédible par rapport au fait qu'il a été. Il a été, mais j'aimerais bien qu'il m'explique combien il a vu de match. Donc déjà, et puis en plus, comparer. Il est au téléphone souvent avec Laurent Antonioli. Non, mais comparer. Ouais, non, mais c'est possible. Mais comparer un championnat avec des dimensions de patinoire, etc., qui sont pas les mêmes, pas du tout le même niveau d'intensité physique. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour moi, en Europe, aujourd'hui, avec l'arrivée des sites étrangers, la qualité des sites étrangers et ce que j'aime dans le hockey, donc la vitesse d'exécution, je trouve que le championnat suisse est ce qui se fait de mieux en Europe. Moi, j'aime pas la KHL, par exemple. J'aime beaucoup moins voir des matchs de KHL. Le niveau de la KHL a baissé. Non, mais surtout dans la circulation du puck, puis les schémas de jeu, etc. On est beaucoup plus proche des Nordiques et du coup, moi, je m'y retrouve et j'apprécie beaucoup plus ce championnat. Donc là, quand vous êtes dominant à son âge, dans le championnat, dans une équipe qui vient d'être promue avec une saison exceptionnelle, parce que Cloton, en tant que promu, j'aimerais bien voir les chiffres et les archives, mais je ne pense pas
a pas beaucoup d'équipes qui sont la première année après être promues, avoir fait les playoffs. Donc, et d'avoir les responsabilités avec des Altonen, des Hang, des joueurs comme ça, vraiment des gros joueurs, surtout les deux Finlandais là. Moi, je trouve que c'est un excellent choix pour Montréal et je pense qu'il va faire une grande carrière en NHL. Bon, alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que déjà, premièrement, si Reinbacher il a été choisi par Montréal, ça veut dire qu'il y a des scouts qui sont allés le voir. Et c'est ça le problème, c'est que la Vox Populi, moi vous savez, les commentaires des gens de Montréal, je parle de certains fans, c'est évidemment pas tout le monde, c'est un peu comparable à Marseille au foot. Exactement. C'est des hystériques. Pas tous. Alors, bon, déjà, moi j'ai juste fait un petit résumé, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, déjà, pour dire, avec Laurent, on l'a vu jouer avec Cloton. Il était déjà supersonique, le gars, il était incroyable, il savait déjà tout faire. Et en plus, baston, il va aller se bagarrer et tout. Ouais, il a peur de personne. Ouais, c'est ça. Et en fait, il a zéro complexe. Zéro complexe. En plus, le gars, alors déjà, quand il est sorti 5e de la draft, déjà l'annonce. Price, ouais, il se plante. Il ne retient pas son nom, c'est quand même grandiose. L'aventure Reinbacher. Ouais. Je veux dire, le gars, déjà, il ne sait pas son nom. Ça commence bien. C'est incroyable. Ensuite, lui, il est arrivé, il a dit « Je suis ravi de mettre mes bottes de travail pour aider à gagner la Coupe Stanley. » Donc, en plus, dans un anglais parfait. Le gars, sur les réseaux sociaux, il s'est fait incendier, il s'est fait traiter d'Hitler. Non, mais scandaleux. Hein, bref. Pourquoi ? Non, parce qu'il est autrichien, parce que si. Non, mais c'est juste pour donner un exemple. Ouais. Après, heureusement, c'est pas tous les Canadiens, évidemment, c'est une tranche de gars, mais c'est pour dire que c'est un peu Marseille, quoi. Et puis, ensuite. Complètement fêlé. Je trouve que. Voilà, les scouts ont dit un truc très intéressant parce qu'effectivement, il y avait les 4 premiers choix, c'était tous des joueurs très offensifs et très spectaculaires, et notamment Michkov. Et puis il y a un scout qui a dit, qui allait voir Reinbacher, il a dit oui, Michkov c'est un très bon joueur. Déjà, premièrement, il a un contrat jusqu'en 2026 en KHL, donc c'est même pas sûr qu'il vienne. Et l'autre problème, il a dit c'est un gars qui est pas facile à gérer. Il a 17 ans, mais c'est déjà une diva. Lui, c'est tout l'inverse, Reinbacher. Reinbacher, c'est un défenseur offensif qui sait défendre, qui est droitier, c'est très rare, et qui est capable de jouer physique. Qui a une très bonne attitude. Exact. Très facile à gérer. Et du coup, alors juste pour vous donner une idée de jusqu'à quel point ça a été, il y a un monsieur Vitam Leblanc qui a expliqué. Donc je vous lis juste le communiqué. En sélectionnant Reinbacher, le tricolore l'a placé dans une position impossible. La pression que ce gamin va subir sera suffocante. Je crois même que ça va affecter son développement. Je pense qu'ils ont sous-estimé l'environnement dans lequel il sera placé. Et la fin est magnifique. Ça va être sauvage. Non mais bon, on peut pas dire qu'il a tort sur le contexte montréalais. Hein. Ouais, il a pas tort sur le contexte montréalais. Avec n'importe quel joueur. Mais justement, c'est ça. C'est là que c'est très intéressant. Dans la fameuse intervention de Guy Boucher, il y a Eric Fay qui a justement parlé. Exactement. Et il a expliqué en fait que les gars, il fallait tous se calmer. Ce gars, il a un potentiel exceptionnel. Il a dit en début de saison. Il est arrivé sur la pointe des pieds aux entraînements. À la fin du championnat, il dirigeait le powerplay et il a 18 ans. Et il a comparé les stats à Josi. Josi, à la première saison, a fait 8 points. Il en a fait 22 points et il y avait 4 étrangers. Le niveau était encore. Alors ça veut pas. Mais là, ça a fait jaser. Au Canada, le fait qu'on compare à Josi. Oui, mais peu importe. C'est quand même. Certains préféraient le comparer à Moritz Seider. Oui, mais ça n'a aucun sens. Ça sont pas du tout les mêmes physiques. J'ai des gars offensifs, oui, mais Seider, quand il arrivait, c'était déjà un homme. Lui, il est encore fin. Vraiment, il est fin, ça se voit. Mais pour moi, déjà, je l'ai vu un petit peu patiner parce qu'ils ont montré justement la première fois qu'il était sur la glace. Ouais, j'ai regardé les images. Voilà. Et c'est un gars qui a une glisse incroyable. Ouais. Déjà, il fait pas beaucoup d'efforts. On voit, il est très fluide. Regardez ses highlights quand il traverse la patinoire. Et en plus, il pense très vite. D'un coup, il décide les entraîneurs, ils disent quand t'es jeune, tu restes derrière. Lui, tout d'un coup, il a une impulsion. Personne ne dit rien parce que ça marche. Et il y a des gars, ils sont comme ça. Et moi, je pense qu'il a quelque chose de plus. Et à Montréal, ils n'ont pas besoin d'un tour de contrôle qui soit vraiment sûr. Le patron. Alors le choix, il est 18 ans. Mais à un moment donné, il faut prendre des risques. Surtout alors. Mais après, on va dire, vous l'avez grillé. C'est le principe de la table. Mais alors justement, il y a eu tellement. Ken Hughes a dit, il y a eu tellement de commentaires
commentaires négatifs et tout, qu'il pense que... alors, c'est très drôle, il a un job, hein. Il bosse encore. Il a dit, ouais, non, mais j'aimerais finir mon apprentissage. Et puis, non, mais je trouve ça exceptionnel. Et puis après, il a dit un truc très juste, il a dit, c'est pas impossible qu'ils viennent pas en AHL tout de suite. Parce qu'ils ont bien compris que... Est-ce qu'une saison en Suisse lui ferait encore du bien? Bien sûr, bien sûr. Non. Non. Parce qu'on parle de AHL. Non, mais... Si on devait aujourd'hui dire, elle devient patron de la défense en AHL avant de devenir patron de la défense en Montréal. Moi, alors, je suis pas d'accord. Non, c'est une question. Justement, je dis pas que je peux... Il y a eu des équipes de AHL qui sont nées à la Spengler, rappelez-vous. Ils n'ont pas touché la bille. Hein. Non, il faut qu'il... Pas toutes les équipes. Soit il joue en NHL, soit ça serait bien qu'il fasse encore une saison en National League. Pour notre plaisir déjà, et ensuite pour son développement. Ouais, puis j'ai vu un communiqué, j'ai trouvé très cool de la part de Winnick qui a dit, il a déjà fait ses preuves il fait déjà preuve d'une grande assurance. Ouais. Il a d'excellentes mains, un patinage supérieur à la moyenne, qui peut enchaîner les shifts et qui a joué déjà contre des hommes à 18 ans. Et j'ai entendu encore un dernier scout qui a dit, c'est un cheval, il va jouer 25 minutes par match. Ouais, et de plus, il est très constant. Exactement. Il est très constant dans la performance, c'est-à-dire vous pouvez être constant dans la performance pendant quelques matchs, mais lui c'est pendant les matchs et sur la durée du championnat. Donc c'est là où il m'impressionne en fait. Souvent, vraiment les joueurs de très haut niveau, quand ils sont très jeunes, tu arrives à faire des différences sur cela. C'est-à-dire la constance durant le match, durant le tiers, et sur la durée des matchs. Et là-dessus, à son âge, parce que vous parlez de pression à Montréal, mais quand même à 18 ans, être le patron du powerplay sur une équipe qui veut se maintenir, qui finalement fait les playoffs, faut y aller. Hein. Faut déjà y aller là. C'est clair. Faut déjà y aller. Hein. Non, moi j'essaie surtout de regarder avec un temps d'avance. Finalement, je me dis, ok, c'est... soit il vient à Cloton de nouveau pour continuer son développement en espérant, parce que tout Montréal aura l'œil sur lui et pas seulement Montréal, en espérant qu'il réussisse la même performance. C'est ça. Et ça, c'est quand même une sacrée, par rapport à ce qu'il a fait, c'est quand même une sacrée gageure. Ou alors on le teste immédiatement au niveau de la NHL. Moi, je pense pas. Qu'est-ce qui serait le mieux pour lui par rapport par rapport au... Je sais pas comment dire ça, par rapport à la valeur qu'on va peut-être lui accorder encore pour les futures années. Est-ce qu'il vaudrait mieux quand même tenter le coup immédiatement en tant que c'est chaud? Ou est-ce qu'on prend le risque de diminuer un petit peu sa valeur dans l'esprit des gens en le laissant encore une année à Cloton où rien n'est sûr finalement? Mais lui, il a exprimé à demi-mot. Il a dit qu'il voulait finir sa formation. Et puis je pense que sur le principe, Montréal est plutôt d'accord qu'il fasse encore une saison à Cloton. Il peut combien de Bixel? Ouais, non, Bixel il est à Dallas, hein, c'est fait, il va quitter. Ouais, mais il a fait son année en Suède. Ouais, c'est un peu le. Mais surtout, pour vous répondre, quand vous dites, c'est vrai qu'il s'il fait pas la même saison, sa valeur marchande va baisser, puis son aura vis-à-vis de Montréal. Mais avec le talent. C'est les emmerdes qui commencent. Avec le talent qu'il a. Pour Hughes. Avec le talent qu'il a, je pense qu'il peut encore confirmer justement. Après, la seule chose où j'ai une interrogation, c'est dans son développement, le fait qu'il revienne en Suisse, il ne va pas jouer sur des tailles nord-américaines. Et la AHL lui aura amené ça. C'est là-dessus où je me dis que peut-être sur une fin de saison, s'ils sont éliminés, partir quelques temps là-bas avant de préparer son année d'après, ça serait une bonne chose. Ouais. Et après, pour le lancer directement, moi je pense qu'il a les capacités, mais pas physiques. C'est ça. C'est-à-dire qu'il pourrait se faire mal. Il pourrait se faire mal et du coup, à son âge, il faut qu'il s'épaississe et puis qu'il joue surtout. Bon, comme vous le savez, je pense que j'aime pas les comparaisons, mais c'est vrai que la Ligue nationale en Suisse vaut, je pense, largement la AHL, qui n'est pas formée de plombiers quand même. C'est pas une ligue de plombiers comme certains veulent la faire passer. Il y a de bons joueurs, certes, qui n'ont pas obtenu leur place dans l'élite, on va dire ça comme ça, mais qui sont de très très bons joueurs. Est-ce que ce serait quand même adapté quand même pour continuer un développement la AHL? Parce que là, il va en croiser des adultes et des adultes qui se battent pour prendre finalement sa place à lui, petit jeune, les gars qui ont 2 fois son âge. Hein. Mais disons que de toute façon, ça pourrait être aussi une très bonne chose, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à Montréal, la HL, c'est à Montréal. Déjà, rien que ça. Et ça veut dire aussi que... C'est facile aussi et puis si tu es appelé, tu ne te fais pas 5000 km pour aller trouver ton équipe. Ça, c'est un vrai confort. Exactement. C'est un vrai confort. Mais moi mon avis, c'est vraiment que il fasse son année à Cloton, qu'il a joué un mois d'avril là-bas et que l'année d'après il soit intégré avec les Canadiens, quoi. Moi c'est là où le verrai jouer pas mal de matchs, qu'il fasse les championnats du monde avec l'Autriche,
et puis qu'après ils partent, et là il aurait beaucoup d'expérience, il aurait pu se développer physiquement encore une année, et je pense que dans 2 ans il est prêt pour jouer en NHL et à Montréal, et en espérant qu'il fasse taire tout le monde. Et puis n'oubliez pas, il y a encore des gars comme Slakowski qui est là-bas, il y a une sacrée équipe de jeunes, hein. Et moi j'ai vu des interviews de lui, et déjà il parle un anglais parfait, il est posé, il est calme. On dirait qu'il n'y a rien qui le touche. Il est comme quand il joue. Ouais, c'est exactement. Et vous savez à qui il me fait penser? Je parle de l'audace sur la glace. Il me fait penser à Brazet dans sa jeunesse. Mais c'est vrai. Hein. Brazet, c'était un défenseur... Avec un peu moins de passes transversales dangereuses. Non, mais il joue très offensivement. Ouais. Et Brazet, c'était un chien fou, mais il était bon partout. Donc, c'est juste pour dire, c'est pas Brazet évidemment, mais il a un peu ce genre d'attitude. Ouais. Et je trouve ça... Je pense que lui, en plus, il est droitier, c'est quand même une rareté. Il va plus trop maintenant, mais c'est des joueurs qui sont recherchés. Avec un bon shoot. Ouais. Parce que sur les one-time, hein, c'est assez rare d'avoir un bon droitier, en défense des fois, mais un attaquant. Mais moi, je pense qu'il a ce qu'il faut pour réussir. En tout cas, Eric Feil, il est très élogieux. Il disait, vous vous rendez même pas compte la progression qu'il a fait en une année. Non, puis il l'a vu tous les jours. C'est ça, exact. Ouais. Donc il peut vraiment se permettre de dire des choses sur l'attitude et sur la progression. Messieurs, on va rester encore un petit peu dans ce repêchage parce que là, je vais me mettre maintenant sous un plan suisse. Alors, on a beaucoup... Alors, ce repêchage 2023, on entend parler effectivement de Bédard, de Fantilli, de Carlson, de Reinbacher, Will Smith, de Mitchkov, etc. Voilà, de Will Smith. Ça, j'y arriverai pas, ça. Et on va quand même pas oublier qu'on a donc prononcé 3 noms en Suisse, seulement, enfin 4 noms avec Bédard, mais il y a 3 autres noms qui sont venus en évidence. Donc celui de Reinbacher, autrichien, c'est fait. Celui d'Antoine Keller, le gardien de Genève, français. Donc voilà, c'est parce qu'il joue à Genève, autrement on n'en aurait pas parlé. Mais c'est bon pour le question. Oui, mais on n'en aurait pas parlé. Parce qu'il a vraiment été formé en, Suisse. Mais enfin, il y a toujours en équipe de France. Et je vous donne une info, ça c'est passé à travers les radars, mais cette année, Keller, le dernier match décisif pour la finale en MySports, en fait, le gardien Hertel allemand se blesse, personne n'en parle et il rappelle Keller, et Keller fait un match fantastique, notamment au début du match, sur le match 5, hein, au début du match où Martini est dominé, hein, j'ai parlé un peu avec les joueurs, et il a été exceptionnel et il fait gagner le titre à Martini. Donc pour vous dire quand même, quand vous arrivez de Junior Elite, pour vous dire la classe du gars. Donc non, c'est... Déjà, il est repêché. Hein. Ouais, ça c'est une bonne chose pour le hockey français. Ça, d'accord, alors produit suisse, mais c'est bon pour le hockey français. Donc, pour l'équipe nationale. Donc, du comme coup, pour l'Autriche, avec Reinbacher. Exactement. Donc, du coup, maintenant, je suis suisse à 100%. Ouais. Un nom, un seul, Rodwin Dionisio. Ouais. Je voulais y venir. 5e tour, je crois. Hein. Mais alors là, on y va ou pas? Allez-y. On y va alors. Qu'est-ce qu'on dit depuis des mois là, sur la formation et sur le problème des jeunes joueurs qui ne jouent pas dans les bons championnats, parce que le championnat junior élite, je vous l'ai dit, hein, je vous redonne un exemple que j'ai dit plusieurs fois dans cette émission, mais en début de saison, il y a eu un match des junior élite qui est quand même une référence à Genève, même si ça a un peu baissé les standards, qui a joué contre l'équipe de France I-18, et ils ont pris une volée par l'équipe de France I-18. Mais c'était impensable avant qu'une équipe junior élite suisse perde contre l'équipe du France I-18, et ils mettaient même une volée à l'équipe de France U20. Donc c'est pour vous dire que c'est tout bête, hein, comme c'est juste un match, hein, mais c'est quand même révélateur. Et ça veut dire qu'aujourd'hui les jeunes joueurs, on les développe pas assez, soit ils partent, soit on les prend en première équipe et on les fait pas jouer avec l'arrivée des 6 étrangers. Donc c'est quand vous voyez les statistiques des draftés et par nation, c'est une catastrophe, hein, cette année. Ah oui. C'est une catastrophe, vous êtes au niveau de la France. Donc ça va pas du tout, alors que quand on voit le nombre de joueurs sur les 10 dernières années qu'on percé en NHL, qui sont des joueurs majeurs, ça fait quand même un petit peu peur. Est-ce que l'on est en train de tomber dans un trou ? Je ne sais pas si on est en train de tomber dans un trou, mais ce qu'il faut, c'est qu'on trouve des solutions avec la Swiss League et dans la formation. C'est-à-dire que aujourd'hui, la 2e division finlandaise, j'y reviens tout le temps, mais je suis désolé, quand ils ont 16 ans, ils jouent en 2e division finlandaise. Et quand ils sont très forts, à 17 ans, ils jouent en 1re division finlandaise. Et donc là, des talents comme ça, il faut tout de suite les développer. Mais est-ce qu'on fait du bon travail en dessous ? Je ne sais pas, mais là, c'est un signal fort quand même. Hein. Après, c'est intéressant ce qu'il disait, parce que la Swiss League, par exemple, Martini, ils ont engagé beaucoup de jeunes joueurs. Hein.
mais pareil, c'est par défaut. J'allais dire par défaut. C'est pas une volonté de formation, c'est parce que c'est au niveau budgétaire, c'est un peu ric-rac. C'est quoi, c'est 2 millions à Martigny ? Ouais, ils ont annoncé entre 1,9 million et 2,9 millions. Il y a 1 million d'écart dans leur annonce, donc j'en sais rien. Je pense que ça sera. C'est vrai qu'avec ça, vous pouvez pas non plus vous payer. Ce sera 1,9 million, c'est ce qu'a Langenthal en MySport. C'est marrant les similitudes. Moi j'ai vu une interview hier qui disent en fait qu'ils sont très déçus au niveau de la Ligue junior majeure de Québec parce qu'il y a peu de joueurs draftés. Et en fait c'est marrant, ils ont les mêmes problèmes que nous avec les gardiens et maintenant la même chose. Et ils expliquaient qu'ils avaient pris un temps de retard sur la formation au niveau des Scandinaves et des Américains. Et ils expliquaient aussi que justement même chez les tout jeunes ils jouent tout de suite le résultat. Au détriment du développement collectif et du joueur. Voilà. C'est juste pour dire, comme quoi ce genre de problème, c'est pas que suisse. Hein. Regardez Bienne. Bienne qui est un club pour moi aujourd'hui en Romandie sur les dernières années, on va les classer numéro 1 par rapport aux joueurs qu'ils ont sortis et puis par rapport au nombre de en Romandie, au nombre de titres, au nombre de titres. Là aujourd'hui ils annoncent. Donc ils sont un entraîneur assistant et sans doute un 8e étranger. 8 étrangers, vous allez jouer à 6, mais il y a 8 étrangers sur la glace à l'entraînement. Hein. Donc il reste combien de places ? Et voilà. En même temps, ça donne du rythme pour les autres. Hein. Ça donne du rythme pour les autres, mais ça veut dire aussi que je vous ai parlé du hockey français et de l'arrêt Bosman. Et là on est dans cette problématique-là. Et c'est la Swiss League. Pour moi, c'est la Swiss League qui va peut-être amener les solutions à la formation. Et là, il faut vraiment que les gens ils se mettent autour d'une table. Hein. Parce que là, la Swiss League, ça ne peut pas se faire sans la National League. Exactement. Et là, on a un vrai problème. Hein. On a un vrai problème. Et l'autre chose que je vais vous dire, je vous le dis maintenant, on est au mois de juillet. Hein. On regarde en fin de saison l'année prochaine, combien de gardiens étrangers dans la cage titulaire. Ouais. Je vous fais un pari. Allez-y. Et moi, je vous dis. On ouvre les paris. 8. Je vous dis 8. Bernard Craqué. Plus de la moitié. Oui. 8 sur 14. 8 sur 14. Actuellement, il y a 2 clubs qui ont que des gardiens suisses, c'est Langnau et Genève. Oui, et avec un gardien qui est binational. Ouais. Et puis après, il y a Lausanne aussi qui a 2 binationaux, mais en fait, c'est pas des gardiens suisses de formation. Donc, moi, je trouve ça inquiétant, hein, franchement. L'époque de François Allaire qui développait les Québécois, qui développait aussi les gardiens suisses, puisqu'il faisait ses camps à Lézin. À Verbier. À Verbier, je veux dire. Ouais. C'est vrai qu'il est révolu. Hein. C'est vrai. Mais c'est pire que ça. Ils ont le même problème au Québec. Ils n'ont plus de gardiens québécois en NHL. Il n'y en a plus que 2. À un moment donné, ils avaient compté. Ils avaient, je crois, 18 gardiens en NHL. Et là, il y en a 2. Mais si on va même plus loin, c'est pas vraiment un problème la formation pour le hockey suisse à l'heure actuelle, dans le sens où tout marche bien. Le spectacle est au rendez-vous, les étrangers de haut niveau arrivent de plus en plus. Là où ça va devenir un problème, et c'est la fronde populaire lorsque l'équipe nationale va commencer à être en bas de tableau. C'est juste là. Et aujourd'hui, je ne sais pas si ça va arriver vraiment, parce que quand on regarde les audiences et l'intérêt des fans de hockey pour l'équipe nationale, c'est beaucoup moins important que lors du championnat régulier et puis de leur club. Donc il y a vraiment encore ce côté aussi régional. Ouais. Et c'est pour ça que moi vraiment, et pourtant je ne suis pas suisse, je m'inquiète pour l'équipe nationale. Parce qu'on a vécu 2013, on a vécu 2018 et on était encore très déçus de ce qui s'est passé cette année. Ouais, et puis Béra-Giannani, c'est bientôt fini. C'est ça, et c'est bientôt fini. Et puis avec ce qui se passe, ce qui arrive avec les gardiens étrangers, voilà. Donc là, il y a la Suisse. Pour moi, il y a 2 choses, c'est le nombre d'étrangers et trouver une deuxième division qui fait beaucoup de formations, qu'on arrive à développer, mais des joueurs, je vous parle de 16-17 ans, comme le jeune là qu'on a parlé déjà qui joue à Zurich, le petit russe, Ustinkov, voilà, ce genre de joueurs là, faut que s'il y a des gars dans ce profil là mais un peu moins fort, il faut déjà leur donner beaucoup de responsabilités en Swiss League. Mais après, le problème, c'est qu'on est dans un championnat où il y a de l'argent en jeu, et puis les gros clubs, les entraîneurs, ils ont la pression du résultat. Donc, c'est ça. Comment tu les mets, hein, Bien, c'est une exception à ce niveau-là. C'est c'est un entraîneur, Tomlin, qui est oui, mais c'est l'exception, c'est aussi lié au budget. Ouais, peut-être. C'est lié au budget quand même, parce qu'ils ont moins de responsabilités. Ils ont cette philosophie-là, mais si tu leur donnes 20 millions de plus par année, je sais pas comment ça se passe. C'est pour ça que je dis que Berne a craqué. Ouais, bien sûr. Mais c'était sûr. Ouais, malheureusement. C'était sûr. Mais du coup,
L'avenir de Weber va être important pour la Suisse, parce que quand tout d'un coup ils seront plus là, Berra et Giannoni, les Weber avec Eschliman et compagnie, c'est Van Pottelberg. Il y a un site de hockey qui a fait une projection sur les prochaines années pour l'équipe de Suisse et qui place devant les filets Van Pottelberg avec Akira Schmidt et Ludovic Weber. Ouais, c'est ça l'avenir. Moi je suis d'accord. Et ce qui est très drôle, c'est que aussi, et une place il est peut-être en taille. Ouais. Et qui place à côté d'un sélectionneur national à déterminer André Sombul comme assistant. Ouais, et puis par rapport à ce qu'il arrive à amener dans un vestiaire. Ouais, après, c'est un taiseux. Ouais, c'est un taiseux. Attention, je sais pas s'il a envie de faire ça. Ouais, exact. Ouais. Enfin, non, voilà. mais moi, c'est un truc que j'ai vu comme ça qui me fait sourire. C'est un Tchereda dans les projections. Ouais. Après, faut absolument garder. On pourrait faire ça une fois, une projection sur les prochaines années. Ouais, mais il faut absolument garder un entraîneur suisse. Ça, c'est très important. Tchereda, moi, ce serait un suite logique. Tu vois qui d'autre Gianni Nadi quand il sera déchargé de Lugano. Pourquoi pas. Puisqu'il voulait en Suisse. Pourquoi pas. Non, et puis l'air de rien, il s'en est bien sorti pour une première saison l'année passée. Ouais, c'est cette année là où il va falloir confirmer. Parce que, ouais, tout à fait. Messieurs, il nous reste 10 minutes. J'ouvre les divers. Ouais. Il avait encore des choses à NHL, je pense. Non, moi j'avais plutôt des divers. Alors allons-y avec les divers. Va sur tes divers alors. Ouais, moi je voulais juste relater un truc comme sympa. Les 21 ans de Daniel Villarabienne. Quand on parle de continuité... Enfin, 20 ans, il entame sa 21e année. Voilà. Mais déjà, il a joué longtemps au club et tout. Donc là aussi, je trouve que, de nouveau, les clubs qui réussissent, au bout d'un moment, c'est quand il y a une succession, il y a quand même un fil conducteur qui tient. Et je pense que ces gars-là, c'est un petit peu... Parce que Daniel Villard, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi un des gardiens du temple, quoi. Et c'est très important. Et je pense qu'il y a un héritage. Et de plus en plus, dans toutes les équipes, on essaie de donner une place. Il parle de Sprunger aussi à Fribourg. Mais ça, je trouve vraiment important. Et pour assurer une stabilité, il faut des gens qui connaissent la maison. Et il faut les bonnes personnes, évidemment. C'est aussi pour ça que je pense que c'est un bon choix du côté de Berne. Exactement. Ensuite, moi, je voulais juste revenir sur une petite chose. Martikainen, c'est enfin signé. Moi, je pense que c'est pas si mal parce que c'est quand même un gars qui doit connaître les championnats suisses parce qu'il était en Autriche. Donc, il le voyait. Et puis, l'autre chose, c'est que c'est quand même un... c'est un gagnant. Oui, et c'est un Scandinave. Donc, par rapport à l'effectif de Bienne... J'étais étonné que dans la shortlist, il restait 2 et il y avait Volven dedans. J'ai été un peu étonné, donc Volven. Ouais. J'étais étonné et finalement il doit être pas mal dans les entretiens parce que il a intéressé plusieurs clubs. C'est vrai qu'a priori vous n'avez pas trop envie de l'engager, Volven. Non mais a priori, vous savez ce que j'en pense. Je vous l'ai dit. Mais faut croire que. Non mais à Bienne. Entre Bienne et Agen, ça fait une différence. Non, mais c'est surtout dans c'est quelqu'un de très ambitieux et le fait que ça soit un petit peu du court terme finalement, parce qu'on ne sait pas ce qui va devenir de Tormanen. C'est là-dessus où je le voyais moins qu'à Ajoie. Ouais. En fait, moi, la question que je me suis posée quand j'ai appris justement que Volven était encore en course pour Bienne, c'était est-ce que c'est Volven qui a décidé finalement de ne pas aller à Bienne ou est-ce que c'est Bienne qui a décidé Je me posais quand même la question. Donc on peut dire malheureusement pour Ajoie que Volven c'est un petit peu c'est un petit peu le dépit. Oui, ce que je veux dire. Par défaut un peu. Déjà il faut spécifier un truc. N'oubliez pas que quand Volven a débarqué à Davos, c'était un magnifique projet. Et puis après, il y a un certain Jan Alston qui est arrivé, il ne s'entendait pas. Tout le monde le sait, c'est pas un scoop. Non. Et je pense que quand tu t'entends pas avec ton directeur sportif, c'est très compliqué. Si tout le monde veut être dans la lumière, il y en a un qui est un de trop. Hein. C'est ça, exact. Et puis, c'est vrai que c'est un gagnant. Et tout d'un coup, il a été engagé pour les jeunes. Et le problème, c'est que tout d'un coup, il a eu la pression du résultat et du coup, les jeunes, il les a un petit peu moins mis. Et du coup, il a un peu dévié de sa trajectoire parce qu'il a essayé de sauver sa tête. Et moi, je pense que la différence à Ajoie, c'est que le directeur sportif le veut vraiment. Tandis que Alston est arrivé après. Il a fait 3 ans. Exactement. Mais pour revenir, moi je pense qu'il a quand même attendu la réponse de Bienne. Il a envoyé ses candidatures parce que quand vous êtes entraîneur professionnel comme ça, vous envoyez là où il y a des possibilités. Et puis il a eu des entretiens. Et puis je pense que son premier choix c'était quand même Bienne. Mais c'est pas être médisant de dire ça par rapport à Ajoie. Non, pas du tout. Et moi je reste persuadé que c'est un bon choix pour Ajoie. Je vous l'ai dit. Je suis d'accord. Je vous l'ai dit. Et il a faim, il va se battre et il va tirer le meilleur de ses joueurs.
Et peut-être que dans ce contexte-là, et ça sera lui un peu l'attraction et la star de l'équipe. Donc ça, c'est un truc qu'il a besoin aussi. Mais surtout qu'à Joie, honnêtement, s'ils sont pas embêtés avec les blessures de leurs étrangers, ils peuvent faire une bonne saison. C'est mieux. Je vais être plus dur que vous. Et évidemment, ça va pas passer à part en dessous. C'est pas si ça va pas avec les blessures des étrangers, si ça va pas avec les étrangers tout court. Pas besoin de blessures. Ouais, bien ça. sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que désolé. Gélinas, c'est un super joueur. Il a été blessé. C'est ça. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais si Individuellement, il n'y a rien à dire. À Joie, c'est non, mais par rapport au budget à disposition, voilà, c'est Et comme vient de dire aussi Laurent, finalement, ce sera peut-être Volven de la star. Est-ce que finalement, certains joueurs, on n'en trouvera pas aussi ombrage? Ça devient tellement compliqué, l'ego à un certain moment, que voilà. Bon, là, ils ont. Mais moi, je me réjouis de voir ce que va donner ce HA. Franchement, je me réjouis. Mais moi, je pense que Volven va être moins nerveux parce que justement, le directeur sportif l'a voulu. Et ça aussi, c'est compliqué. Moi, j'étais à Spengler, il faisait la gueule tout le temps. C'était un truc de fou. Et il tournait à deux blocs. Et les gars, mais parce que quand tu sais que tu es en négociation, qu'on doit te re-signer, qu'on te repousse tout le temps les rendez-vous, et que tu sais que finalement tu sens que la personne ne t'apprécie pas, ça te rend nerveux. Hein. C'est sûr que ça te rend nerveux. Donc on l'a pas mis dans les meilleures dispositions pour qu'il réussisse à Davos. Je suis désolé. C'est pour ça que je dis qu'à la base, c'était un projet. Rappelez-vous, Del Courto, quand il a débarqué à Davos, il avait tous les gars U17, U18 qu'il a une équipe suisse. Les Fonark, c'est tous des gars qu'il a eu. Ils a fait venir avec. C'était le patron à 100%. C'est ça. Et en fait, ils ont pensé faire la même chose avec Volven, parce que Volven, c'était l'entraîneur des U18 et après U20. Oui, absolument. Et en fait, c'était un peu ça. Nussbaumer, il n'est pas allé là par hasard. Il a fait les mondiaux. Mais on revient à ce qu'on dit depuis le début de l'année, c'est que le directeur sportif et l'entraîneur, ça doit être un binôme. Ça doit être un binôme et ça doit faire qu'un. Et c'était pas le cas à Davos. C'est pour ça que moi, je pense qu'on va pas voir les gourdes voler à Joie cette année. Non. Oui, tant mieux. Enfin, tant mieux, on sait pas. Si c'est pour les bonnes raisons, pourquoi pas? On sait pas. Bon, messieurs, autre divers. Moi, j'avais juste une dernière question que je me posais parce qu'on n'a pas de news. J'ai juste entendu un écho. C'est en ce qui concerne Rochette pour Lausanne. Toujours pas de news. Et moi, j'ai entendu qu'il y avait éventuellement une possibilité pour lui à Edmonton. Alors, je sais pas ce que ça donne, mais ce qui est quand même un peu embêtant, c'est que dans un mois, ils sont sur la glace et on sait toujours pas. Ouais. Ça va se décider tardivement. Last minute, ouais. Bon, Edmonton, tout oui. De toute façon. Pense bien. De toute façon. Ouais. Je pense. Mais après, déjà s'il est invité au camp pour... voilà. Ouais. Bon, invité, il le sera. Il y a de fortes chances quand même. Si, mais pour l'instant, effectivement, c'est il y a qu'une de l'intérêt. rumeur. C'est pas encore... Voilà. Je pourrais demander à M. Stéphane. Moi, je voulais parler un peu de Swiss League. Donc, peut-être une bonne nouvelle annoncée par le président de Chaux-de-Fonds. Sky ou Ringier, je crois qu'on dit Ringier, pour les droits TV et un sponsor pour les top scorers, donc un peu plus de visibilité. Ça passe par là déjà. On parlait d'une ligue de formation, mais ça passe par aussi retrouver une stabilité financière. Ouais, sauf que le montant ne correspond pas à ce qui était prévu au départ quand même. Mais quand vous voyez la saison qu'ils viennent de faire et qu'ils sont déficitaires, c'est un truc de fou. Ça fait quand même du bien. Ouais, ça fait du bien. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable qu'un chiffre comme ça, jamais je m'attendais à avoir dans les chiffres rouges Chaux-de-Fonds par rapport à la saison. Mais évidemment, c'est l'affluence sur l'ensemble de la saison. Rapport des joueurs, il y a eu des joueurs qui sont arrivés, le nombre d'étrangers, etc. Donc les budgets peuvent vite exploser. Non, mais surtout, on dit toujours, c'est vrai, l'apport des publics, c'est 20 à 25% du budget, pas plus. C'est juste. Donc voilà. Et puis après, en termes de l'entraîneur de Bienne, Matti Kainen, il parle d'amener son assistant, on dit Vuori, Juha Vuori, assistant coach. Donc ça, intéressant aussi de venir avec son staff, sachant que l'ancien entraîneur est parti justement, comment il s'appelle, l'américain. Oui, il est parti en Autriche aussi. En Autriche, celui qui était avec. Oui, je me rappelle plus de son nom, mais je vois. Tormanen. Donc Davids. Ouais. Et donc du coup, puis évidemment un 8e étranger, mais ça je pense que par rapport au nombre de matchs. Et puis, c'est la seule excuse valable. Ouais, c'est la seule excuse valable. Mais... Moi, ça me surprend un peu de bien. Non, mais c'est vrai qu'il y a des matchs. Vous vous rappelez l'année dernière, quand on avait fait le décompte avant les playoffs, on était à une moyenne de 9. On était une moyenne de 9 par équipe, et donc avec les blessures, etc. Donc, bon, là, ça peut être aussi que 5. Et puis, Rapi, ils ont été chercher Rapperswil, ils ont été chercher aussi l'étranger qui était à Lugano. Ouais.
Washington, Brett Connolly. Excusez-moi, mais en fait, quand je dis plus ou moins excuse valable, vous enlevez quand même sur les 8 matchs de préparation que vous faites d'habitude, bah là, ils n'en ont que 3, et puis ils rajoutent des matchs de Coupe d'Europe, alors ça en fait 5, et puis si vous allez un petit peu plus loin, ça en fait 6, 7, 8, ça dépend. Les matchs de Coupe d'Europe avec les déplacements. Avec les déplacements, alors c'est surtout le déplacement, mais en même temps... Si vous avez l'ambition de remporter la Coupe d'Europe, oui, mais est-ce que franchement on peut dire que Bien a l'ambition de la remporter? Bien sûr, ils veulent tout gagner, mais en même temps. Non, mais moi, ce qui me surprend, c'est qu'ils sont souvent assez prudents financièrement. Puis commencer à 8, tu peux commencer à 7, et puis si jamais aller en chercher, c'est ça qui m'étonne. Ou alors il y a une blessure cachée quelque part. Alors, exactement. S'il y a une blessure, puis que le joueur est payé par l'assurance, ça se comprend. Ça fait du sens. Mais c'est peut-être, comment il s'appelle Love. Ouais, mais lui, il est compté, donc c'est pour ça que c'était 7. Mais moi, je pense que c'est lié aussi à la Champions League, et puis ils ont peut-être des ambitions, mais j'espère qu'on va être un peu plus ambitieux. On en a beaucoup parlé dans cette émission. J'espère qu'un jour, on va vouloir vraiment la gagner. Une fois, montrer aussi que le championnat suisse a de la valeur et arrive à gagner. On verra Genève. Ouais, bah écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais en tout cas, Manninen avec Artikainen, je demande à voir parce que ça va être vraiment intéressant. On a déjà vu au championnat du monde, et je pense que là, on va avoir du spectacle. Parce que Manninen, il est vraiment rapide, hein. Il a des bonnes mains. Et puis il est, à mon avis, un peu plus en forme qu'Omar, donc ça sera une bonne chose, quoi. Bien, messieurs, c'est l'heure de conclure. D'ailleurs, c'est ce que vient de nous rappeler à l'instant Philippe Neuwirth qui vient nous serrer la main, l'air de dire bon, maintenant il faut dégager les gars. Alors, merci encore une fois de nous avoir suivis. C'était le premier bloc depuis le tête de course, le Bike & Coffee de Nyon. Je vous souhaite une belle semaine, voire même une deuxième belle semaine, puisque je vous l'ai dit, on ne se retrouve pas lundi prochain. Pourquoi vous êtes loin? Ça m'arrive aussi de travailler beaucoup. Vous allez un peu de vacances? Non. Non, c'est même pas des vacances, mais voilà. Mais vous allez quand même passer quelques jours. Et puis l'actualité en Belgique. Je passe un petit peu en Belgique, mais je vais surtout aller à Lille. Enfin, j'ai plein de choses à faire. Faites attention. Je vais enseigner, vous vous rendez compte? Le cancre va enseigner. Faites attention la nuit. C'est chaud en ce moment, il paraît que la France est un peu chaud en ce moment. Ouais. Mais les playoffs d'Australie, ça vous intéresse? Alors, ça ne m'empêche pas de regarder les résultats. Mais c'est vrai qu'à partir du 8 août, il y a les premiers matchs amicaux qui commencent, on sera content effectivement de les suivre. Et puis, toutes les équipes sont sur la glace. Et puis n'oubliez pas qu'il y a quand même 2 tournois très importants pour nous en Suisse romande. Ça sera celui de la Vallée de Joux. Et puis ensuite, il y aura la Coupe des Bains du côté d'Yverdon, où nous serons alors en force, puisque nous vous présenterons la plupart des matchs, ou même la quasi-totalité des matchs en direct. Et puis nous aurons également un studio dans la tente VIP. Enfin, il y aura plein de choses. On fera notre émission du soir en direct depuis Yverdon. Enfin bref, tout ça sera sur Planète Hockey la radio. On vous informera de tout ça plus en détail prochainement. Voilà, merci encore une fois de nous avoir suivis, messieurs. Moi, je vous souhaite de bonnes vacances, par contre, puisque pendant 2 semaines, on sait que vous allez vous dorer la pilule au soleil. Et ils disent pas non, en plus, c'est ça le pire. Non. Enfin, il y en a qui prolongent comme Christian, puis il y en a qui méritent, après leur dernier tournoi de ce week-end, de se reposer un peu. Et félicitations à Laurent Perroton, qui est un dur, lui aussi, et qui a aussi participé à cette émission avec un doigt cassé. Et il n'envisage même pas d'aller voir le médecin. Voilà, il faut dire ça comme ça. On est trop vieux maintenant. Ça sert plus à rien. Même si vous voulez continuer à jouer, il va falloir faire quelque chose. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Et vive le hockey roman. Voilà. Et le hockey sur glace, c'est bien. Et le hockey sur place, c'est pour bientôt. Exactement. Et ça sera à la Vallée de Joux. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Et à très bientôt. Bye bye. Au revoir.